Nous commencions, parce que les emplois du temps sont un peu contraints ce jeudi matin, et notamment Madame la Ministre a des engagements. Nous allons examiner aujourd'hui la proposition de loi visant à verser automatiquement une bourse d'études aux étudiants dont au moins l'un des deux parents est porteur d'un handicap. Cette proposition de loi a été déposée le 13 septembre dernier sur le bureau du Sénat par notre collègue Jean-François Rapin. Lors de sa réunion du 9 mai dernier, la conférence des présidents, à la demande du président du groupe Les Républicains, a accepté que ce texte soit examiné selon la procédure de la législation en commission prévue au chapitre 14 bis du règlement du Sénat. Je vous rappelle qu'en vertu de cette procédure, le droit d'amendement des sénateurs et du gouvernement sur le texte concerné ne peut s'exercer qu'en commission. La séance publique qui est programmée mardi 30 mai prochain sera par conséquent réservée aux explications de vote et au vote du texte que nous allons élaborer au cours de la présente réunion. Je vous rappelle que celle-ci est ouverte à l'ensemble des sénateurs, mais que seuls les membres de la Commission de la Culture présents dans la salle sont autorisés à prendre part au vote. Cette réunion fait par ailleurs l'objet, Madame la Ministre, d'une captation audiovisuelle diffusée en direct et en vidéo à la demande sur le site Internet du Sénat. Mes chers collègues, je vous propose d'ouvrir sans attendre la discussion générale sur cette proposition de loi en donnant la parole successivement à Toine Bourrat, qui est notre rapporteur sur ce texte, et ensuite à Madame la Ministre de l'Enseignement supérieur. Par un ordinateur, Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, la proposition de loi que nous examinons aujourd'hui a été déposée par notre collègue Jean-François Rapin, comme vient de le rappeler le Président, en septembre 2022, et elle est née de deux constats. Le premier est que le handicap d'un parent a inévitablement des répercussions d'ordre psychologique, financier et social sur l'ensemble de la cellule familiale, et ce, d'autant plus que le taux d'incapacité résultant de ce handicap est élevé. La vie d'un enfant dont l'un des parents est en situation de handicap n'est évidemment pas la même que celle d'un enfant qui n'est pas confronté à ce choc de vie que représente le handicap. Les enfants concernés sont naturellement amenés à aider leurs parents handicapés dans les gestes de la vie quotidienne, dans les tâches domestiques, bien sûr à des degrés divers selon la prise en charge, notamment humaine, dont ce parent bénéficie. Le parcours scolaire de ces enfants, qui assument des responsabilités parfois disproportionnées par rapport à leur âge, peut alors s'en trouver affecté. Et lorsqu'arrive l'entrée dans l'enseignement supérieur, ces jeunes se retrouvent partagés entre le désir d'être un bon étudiant et celui d'être un bon proche aidant. Il est plus difficile pour eux de maintenir des routines d'études, de suivre des cours et de consacrer du temps à leur formation. Selon les travaux de recherche disponibles sur le sujet, l'aidance et les responsabilités qui y sont liées vont également contraindre et limiter leurs aspirations professionnelles, notamment au regard de la proximité géographique, domicile, établissement d'enseignement supérieur. Le second constat, c'est que la reconnaissance et l'accompagnement de ces jeunes adultes aidants par les pouvoirs publics fait aujourd'hui cruellement défaut. D'abord, il n'existe pas de statistiques consolidées au niveau national et vos services, Madame la Ministre, reconnaissent eux-mêmes méconnaître le nombre et le profil des étudiants qui sont aidants. Certaines données par établissement sont disponibles, mais elles ne permettent pas d'avoir une vision agrégée nationale. Une étude de recherche publiée en 2022 indique qu'en France, au moins un étudiant de l'enseignement supérieur sur 10 serait aidant, mais ce chiffre est à prendre avec précaution. Ensuite, le statut de jeune adulte aidant n'est juridiquement pas défini, encore moins celui d'étudiant aidant, seul celui d'aidant familial l'est. Cette lacune statistique et juridique est très regrettable car elle fait obstacle à la mise en œuvre d'une politique publique répondant aux besoins des jeunes adultes aidants et parmi eux de ceux qui décident de faire des études supérieures. En 2019, le gouvernement lançait une stratégie de mobilisation et de soutien en faveur des aidants 2020-2022 destinée à poser les bases d'une politique publique de l'aidance. Parmi les 6 priorités définies par cette stratégie, l'une portait sur la nécessité de mieux prendre en compte les besoins spécifiques des jeunes aidants, mais l'on ne sait pas trop ce qu'il est advenu de cette stratégie, ni de cette priorité en particulier.
Fort de ces deux constats, notre collègue estime urgent que la collectivité nationale reconnaisse et soutienne ces jeunes dont la vie est marquée par le handicap d'un parent. Et donc sa proposition de loi, composée d'un article unique, vise à attribuer automatiquement à tout étudiant dont au moins l'un des parents est porteur d'un handicap entraînant un taux d'incapacité d'au moins 80% et quel que soit le montant de ses ressources, un niveau maximum de bourse, ce qui correspond à l'échelon 7. Cette initiative législative intervient au moment où, Madame la Ministre, vous menez un chantier de réforme des bourses de l'enseignement supérieur dont vous avez présenté l'acte premier le 29 mars dernier. Je vous laisserai bien sûr en parler plus précisément. Pour ma part, je rappellerai qu'en 2021, grâce aux travaux très approfondis menés par la mission d'information sur la condition de la vie étudiante en France, présidée par notre collègue Pierre Ouzoulias et rapportée par notre président Laurent Lafont, le Sénat pointait les nombreuses failles et lacunes du dispositif de bourse sur critères sociaux. À partir de ce diagnostic, il appelait à une refonte globale du système actuel, passant par une restructuration de l'architecture en échelon, afin notamment de parvenir à lisser les effets de seuil. Votre projet de réforme, Madame la Ministre, a été récemment complété par une annonce du Président de la République en clôture de la 6e conférence nationale du handicap qui s'est tenue le 26 avril dernier. Celui-ci a en effet annoncé que les étudiants aidants de parents en situation de handicap ou eux-mêmes en situation de handicap bénéficieront à la rentrée 2023 de 4 points de charge pour le calcul de leur éligibilité aux bourses sur critères sociaux. Mais de quoi parle-t-on ? Alors, dans le système actuel, la composition du foyer fiscal et l'éloignement entre le lieu d'études et le domicile définissent un certain nombre de points de charge qui, associés au niveau des revenus des parents, déterminent l'éligibilité de l'étudiant aux bourses et à l'accès à un échelon. Et donc, en pratique, la mesure prévue devrait, en accordant 4 points de charge aux étudiants en situation de handicap ou aidants de parents handicapés, permettre d'augmenter l'échelon de ceux qui sont déjà boursiers et de faire entrer de nouveaux étudiants dans le système. Je note toutefois qu'un certain flou a entouré cette annonce présidentielle dont le périmètre exact, les conditions d'attribution et le chiffrage du nombre de bénéficiaires n'ont pas été publiquement précisés, mais sans doute nous en direz-vous quelques mots, Madame la Ministre. En tout état de cause, cette annonce a le mérite de mettre enfin la lumière sur la situation des étudiants confrontés au handicap, pour eux-mêmes ou pour un parent, et j'y vois pour ma part un effet de l'alerte lancée il y a déjà plusieurs mois par notre collègue à travers le dépôt de sa proposition de loi. Celle-ci nous est désormais soumise pour examen et en tant que rapporteur, je me félicite que le Sénat se saisisse d'une problématique trop longtemps délaissée. À la suite des auditions que j'ai menées, de mes échanges nourris avec Jean-François Rapin et d'autres collègues, du dialogue constructif conduit avec vos équipes, Madame la Ministre, je vous proposerai, mes chers collègues, un premier amendement de réécriture visant premièrement à rattacher directement la mesure proposée au système de prestations sociales accordé par la collectivité nationale aux étudiants afin qu'elle soit pleinement opérationnelle dans le cadre de la réforme en cours des bourses sur critères sociaux. Notre objectif commun est bien une entrée en vigueur dès la prochaine rentrée universitaire. La conséquence de ce rattachement au droit commun des bourses est que la conditionnalité aux ressources est maintenue. Deuxièmement, supprimer la référence aux échelons, et bien simplement parce que les échelons ont vocation à disparaître dans le nouveau modèle de bourse en préparation. Troisièmement, mentionner l'expression d'étudiants aidants d'un parent qui couvre un spectre plus large des situations d'aidance. Il reviendra alors au pouvoir réglementaire de définir précisément le périmètre des bénéficiaires et je crois savoir, Madame la Ministre, que vous avez l'intention d'ouvrir la mesure aux étudiants d'un parent collatéral handicapé, par exemple un frère ou une sœur. Quatrièmement, supprimer la mention du taux d'incapacité d'au moins 80%, puisque cette précision relève du pouvoir réglementaire. Personnellement, je crois qu'un seuil d'incapacité d'au moins 50% serait pertinent, puisqu'il permettrait de prendre en compte des situations de handicap graves, mais qui ne donnent pas droit à l'automaticité de certaines aides, comme le permet le seuil de 80%. Je pense à l'AAH, par exemple. Pour tenir compte de cette nouvelle rédaction qui, je crois, peut faire consensus entre nous, je vous proposerai par un second amendement d'adapter le titre de la proposition de loi qui deviendrait «
proposition de loi visant à tenir compte dans l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur de la situation de l'étudiant aidant d'un parent en situation de handicap. Au-delà du contenu du texte à proprement parler, je tiens également, Madame la Ministre, à vous alerter sur la nécessité de vous saisir d'un chantier complémentaire à celui du soutien financier apporté aux étudiants aidants, celui de l'adaptation de leur rythme d'études et de leur accompagnement. Parce qu'il ressort de mes échanges avec les représentants étudiants et le Conseil national consultatif des personnes handicapées que l'accueil et l'information de ces étudiants, l'aménagement de leur emploi du temps ou encore leur accompagnement pédagogique est globalement très insuffisant et fortement disparate d'un établissement à l'autre, alors que leurs besoins sont très spécifiques. Il me semble indispensable que votre ministère mène avec les établissements un travail de fond sur la prise en charge des étudiants aidants qui pourrait donner lieu à un cadrage national, ensuite décliné localement dans les schémas directeurs de la vie étudiante, dont on m'a d'ailleurs fait état de l'application encore trop à géométrie variable. Voilà, sur cette dernière remarque, je vous remercie de votre attention et vous propose d'adopter les 2 amendements sur lesquels nous aurons à nous prononcer dans quelques instants. Je vous remercie. Merci, Madame la rapporteure. Madame la ministre. Merci, Monsieur le Président. Madame la rapporteure, Mesdames et Messieurs les sénateurs, d'abord bonjour à tous et à toutes et merci de se réunir à cette heure matinale pour examiner effectivement cette proposition de loi du Président Rapin qui vise, vous l'avez dit et vous l'avez très bien décrit, donc je n'y reviendrai pas, merci Madame la rapporteure, mais qui vise à accorder effectivement aux étudiants dont l'un des parents au sens large du terme, est en situation de handicap, entraînant un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80%, une bourse à son échelon maximal dans l'écriture initiale. Alors, effectivement, cette préoccupation, ce que je voudrais d'abord dire en introduction, comme vous, je la partage fortement et c'est une préoccupation actuellement sur laquelle nous travaillons et vous en avez décrit déjà quelques décisions. Les étudiants aidants, leurs parents en situation de handicap lourd peuvent en effet être confrontés à des difficultés sociales plus que d'autres étudiants. Qu'il s'agisse de besoins financiers accrus ou de la difficulté à exercer un job étudiant en marge de leurs études, leur situation appelle effectivement une réponse adaptée. Et vous l'avez dit sur plusieurs volets. J'avais été notamment alertée par le président Rapin et je voudrais vraiment ici l'en remercier et vous avez parlé, j'y reviendrai, de certaines mesures qui ont découlé de toutes ces conversations, en particulier avec le président Rapin. C'est pourquoi, dans le cadre de la Conférence nationale du handicap, le président de la République a effectivement annoncé que nous faciliterons, et ceci dès la prochaine rentrée 2023, l'accès aux bourses sur critères sociaux aux étudiants aidants par une bonification de ces 4 points de charge supplémentaires qui leur permettra soit d'accéder aux bourses, soit d'accéder à un échelon de bourse plus élevé, comme vous l'avez très bien écrit. Alors, je voudrais répondre à quelques questionnements. Tout d'abord, c'est une première étape, effectivement, puisque à terme, il n'y aura plus de points de charge, puisque nous allons rentrer dans la présentation et le travail de fond de la 2e étape de la réforme des bourses, qui va avoir comme objectif de revoir le modèle. Et donc, dans ce nouveau modèle, par rapport aux effets de seuil et tous les points qui avaient effectivement été mis par des précédents rapports au niveau du Sénat, de Monsieur le Président et d'autres sénateurs, eh bien, nous n'aurons plus de points de charge et d'échelons pour éviter les effets de seuil. Aujourd'hui, un travail est en cours au niveau de mon ministère pour préciser, pas le périmètre, mais effectivement l'évaluation, l'identification des étudiants aidants. Et une première estimation estime qu'entre 10 000 et 20 000, le nombre d'étudiants aidants, mais c'est une estimation à ce point et nous y travaillons pour cette mise en œuvre concrète dès cette rentrée. Donc cette première étape va nous permettre de mieux connaître, de mieux identifier ces étudiants et vous l'avez dit aussi, un travail pour mieux les accompagner comme l'on fait aujourd'hui au niveau des étudiants en situation de handicap, mais de prendre en compte aussi les situations aidants. Et je voudrais citer en réponse les concertations territoriales concrètes qui ont lieu et qui se finissent pour l'été,
et qui vont nous permettre une certaine, effectivement, homogénéisation à travers, dans chaque établissement du supérieur, la mise en œuvre et le vote en conseil d'administration d'un schéma directeur vie étudiante sur lequel le volet handicap est un des volets qui ont été demandés dans ces concertations territoriales. Donc voilà, j'espère pouvoir concrètement vous apporter des choses plus précises pour la mise en œuvre de cette rentrée 2023 sur cette décision du président de la République. Alors, pour revenir à cette proposition de loi, si je ne pouvais pas être favorable à la proposition de loi dans sa version initiale, pour plusieurs raisons, je tiens vraiment à m'associer à vous pour saluer le travail de réécriture qui a été mené et ce travail et le résultat qui a été obtenu. Vous me permettrez, avant de conclure ou de donner quelques points en complément, d'insister brièvement sur une réserve que je maintiens, même si je sais que l'argument est rarement peut-être bien accueilli au Parlement. Mais dans ce cadre-là, qu'effectivement, pour nous, il ne s'agissait pas d'une matière législative dans le cadre du premier texte particulièrement. L'adoption de la proposition emportera l'inscription dans la loi d'un public particulier et de lui seul. Et c'est pour cette raison que je restais et que je reste réservée de cette petite réserve sur ce texte. Toutefois, j'émettrai un avis favorable à l'amendement de réécriture porté par Madame la rapporteure, d'abord parce que, comme je l'ai dit, j'en partage l'ambition, et ensuite parce qu'il lève les difficultés de rédaction de cette proposition initiale, qui, sur le fond, portait l'essentiel aussi. Donc, il supprime effectivement, vous l'avez dit, la mention à un échelon de bourse, et ça, j'y étais particulièrement attentive, en particulier par rapport à l'évolution du modèle des bourses que l'on va poursuivre. Vous le savez, vous l'avez dit, je porte cette réforme du système de bourse sur critères sociaux que je souhaite ambitieuse. J'ai déjà annoncé la première étape pour pouvoir aider de façon conséquente les étudiants dès cette rentrée et je souhaite à terme sortir de ce système à échelon et c'est vraiment cette recommandation qui a été faite dans le rapport du président Lafont que nous allons suivre et mettre en œuvre. Deuxièmement, en inscrivant la notion d'aidant, l'amendement permet de couvrir un large spectre de situations d'aidance et vient effectivement en complément à la préparation du deuxième stratégie pluriannuelle de soutien aux aidants qui est pilotée par le ministre des Solidarités et la ministre déléguée aux personnes handicapées. Enfin, il renvoie au pouvoir réglementaire le soin de définir le taux d'incapacité, vous l'avez dit aussi, qui ouvrira l'accès à un barème de revenus plus favorable pour l'étudiant. C'est un point important car je pense que lorsqu'il s'agit de garantir la réussite étudiante, nous devons pouvoir prendre en compte des situations qui peut-être ne l'auraient pas été si on fixait un taux de 80% et que cela avait été gravé dans le marbre de la loi. Donc, mesdames et messieurs les sénateurs, le sujet qui nous réunit ce matin, aujourd'hui, je pense que c'est un beau sujet, un important sujet parmi l'ensemble des sujets liés à la réussite de nos étudiants, en particulier pour les étudiants qui aident un parent en situation de handicap. Nous devons leur apporter, et nous leur apporterons, nous y travaillons, une réponse adaptée, d'où cette réponse, cet avis favorable. Et je voudrais vous en remercier. Merci Madame la Ministre. Alors sans plus tarder, je vais donner la parole à celles et ceux qui l'ont demandé, en commençant par Sylvie Robert. Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre. Tout d'abord, je voudrais excuser notre collègue Sabine Von Egg qui a suivi avec la rapporteure les différentes auditions, mais qui malheureusement n'a pas pu être là ce matin et que je remplace. Mais ayant pris la mesure de cette proposition de loi, je voudrais cependant vous faire quelques réflexions partagées par les membres de mon groupe. L'article unique de cette PPL complète donc l'article L821 du Code de l'éducation. Elle déroge au principe légal d'octroi de bourse sur critères sociaux en fonction du niveau de revenu des parents, du niveau de revenu des étudiants ou de leurs parents lorsqu'un des deux parents est donc porteur d'un taux de handicap d'au moins 80%. Vous l'avez dit, Madame la Ministre, mais le dispositif de cette PPL est en partie réglementaire, c'est vrai. Lors des auditions menées par la rapporteure, et je voudrais dire que Sabine salue la qualité des auditions et le travail de la rapporteure, un certain nombre d'interrogations sont apparues qui vont bien au-delà de la proposition de loi et que je voudrais mentionner.
Certaines organisations étudiantes auditionnées ont insisté sur la nécessité de créer une allocation universelle d'autonomie pour répondre véritablement à la précarité affectant la jeunesse. Une réforme globale du système des bourses, mais vous en avez parlé puisque c'est en cours, a été aussi demandée, et l'attention attirée sur la nécessité de ne pas remettre en cause l'attribution de bourses sur critères sociaux. Je pense que ça a été, en tout cas, une mention qui a été rappelée. Lors de notre audition, de votre audition du Conseil national consultatif des personnes handicapées, les interlocuteurs ont insisté sur le manque de visibilité concernant cette PPL, avec la question de l'évaluation et bien sûr de l'impact. Mais c'est une PPL et donc c'est toujours en tout cas nos interrogations. Notre attention a été attirée sur le danger éventuel que l'adoption de cette PPL ne soit pas l'occasion, en tout cas de la part du gouvernement, de maîtriser les dépenses liées au handicap, ce que nous n'espérons pas, bien sûr. Les interlocuteurs étudiants et du CNCPH se sont interrogés aussi sur le seuil de 80% du taux d'incapacité, puisqu'ils ont parlé du taux de 50%, mais bien sûr, vous en avez parlé, Madame la rapporteure. Ainsi, la rapporteure va proposer par un de ses amendements qu'elle a déposé une nouvelle rédaction de l'article unique qui peut sembler vraiment répondre à certaines attentes et que nous, en tout cas, considérons comme positif et favorable pour supprimer justement ce taux maximal de handicap de 80%. Je vous livre quand même certaines interrogations, notamment les interrogations quant à la suppression de l'automaticité de l'aide sous condition du taux de handicap des deux parents, et notamment parce que nous sommes attachés à l'attribution de bourses sous condition de ressources, et en supprimant l'automaticité, la rapporteure restreint peut-être le champ de la PPL. Interrogation également sur la suppression de la référence au dernier échelon des bourses, échelons qui sont actuellement encore en vigueur et qui garantissaient à l'étudiant concerné une aide conséquente. Enfin, l'introduction d'une exigence supplémentaire en plus du handicap pour l'attribution de bourse, celle de l'étudiant soit aidant. Et ça, c'est une notion qui n'est pas très définie, la notion d'aidance. Et ça, c'est vrai que l'interrogation peut se poser comment l'étudiant prouvera qu'il est aidant. Mais je vous livre ça parce que je pense que c'est vraiment un sujet important. Et l'autre amendement de la rapporteure modifie le titre de la PPL. Malgré ces réserves et en dépit de ces questionnements, mais il y a quelques questions aussi dont nous aimerions avoir des réponses, si vous le pouvez. Bien sûr, le groupe des sénateurs socialistes, écologiques et républicains votera cette proposition de loi. Je vous remercie. Stéphane Piednoir. Merci, Monsieur le Président. Madame la Ministre, mes chers collègues, je voudrais d'abord chaudement féliciter le travail de la rapporteure, qui est le premier en la matière, me semble-t-il, et elle y a mis non seulement beaucoup de cœur, mais beaucoup de sérieux en consultant tous les collègues qui étaient intéressés par la question, et vraiment c'était un plaisir de contribuer à son niveau à ce travail. Cette PPL, ça a été dit déjà plusieurs fois, traite d'un sujet qui est en quelque sorte dans l'ombre des politiques publiques. En réalité, la notion d'aidant, ça vient d'être rappelé par Sylvie Robert, est encore assez floue dans notre législation. On la conçoit d'ailleurs surtout et essentiellement pour le conjoint ou la conjointe, mais pas du tout pour des proches qui sont pourtant nécessairement impactés lorsqu'un parent, un proche, est impacté, est en situation de handicap. Nous avons donc, à travers cette PPL, l'occasion d'élargir un petit peu le champ, le spectre de la prise en considération de cette question. Et c'est à ce titre-là, évidemment, une bonne chose. C'est le cas des étudiants dont la vie est marquée par ce quotidien, que ce soit par le temps qu'il faut consacrer à ce parent handicapé dans les soins de tous les jours, mais aussi dans le renoncement aux emplois saisonniers qu'occupent les étudiants pour subvenir à leurs besoins. Et cela est génération après génération une constante. Donc l'approche de Jean-François Rapin, auteur de cette PPL, est de donner un coup de pouce financier. Évidemment, on ne règle pas tous les problèmes liés au handicap du parent, mais même si c'est d'ordre quasi réglementaire, l'initiative a le mérite de porter l'attention particulière sur le sujet, avec encore quelques questions en suspens, le niveau d'aide et l'allocation en cas de handicap dans la fratrie. Cette PPL rejoint, ou plutôt a été rejointe par l'annonce récente du Président de la République et plus globalement du refonte du système de bourse que vous avez annoncé, Madame la Ministre, comme l'un de vos chantiers prioritaires, avec la suppression future des échelons et donc une linéarisation qui a conduit la rapporteure à une réécriture judicieuse de l'article unique. Le groupe LR apportera bien sûr son entier soutien à cette PPL. Claude Kern.
Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la rapporteure, mes chers collègues. Je souhaite, comme mes collègues, dans un premier temps, remercier notre rapporteur, Toine Bourrat, pour son travail précis et excellent sur ce texte. Le but poursuivi par cette PPL est louable. Le travail autour de ce texte pose un constat alarmant. Aujourd'hui en France, la prise en compte, la reconnaissance et l'accompagnement spécifique des jeunes aidants sont très en retard, voire quasi inexistants, comparativement à d'autres pays. Et merci Madame la Ministre de partager ce constat. À l'international, il y a d'importantes disparités entre les pays sur la prise en charge des jeunes aidants. Entre des pays à même niveau de prise en compte des aidants, on constate cependant que les actions concernant spécifiquement les plus jeunes sont très variables. Celles-ci vont de la mise en place d'une information renforcée des jeunes publics ou du conseil à la prise en charge de formation ou encore le financement d'activités de loisirs. Et depuis quelques années, des associations commencent à s'emparer de la question, mais cela n'est pas suffisant. Madame la Ministre, je profite de votre présence pour vous poser la question à ce stade. Quelles sont les actions menées ou quelles sont les réflexions portées par les pouvoirs publics pour venir en aide à cette population d'aidants particulièrement vulnérables? Ce texte est examiné alors que parallèlement se construit également une réforme du système de bourse sur critères sociaux. Et fin mars, vous avez d'ailleurs fait un premier point d'étape. Les premières mesures issues de la concertation menée par votre ministère vont permettre de débloquer 500 millions d'euros pour améliorer le système, et ce dès la rentrée 2023. Ainsi, plus d'étudiants, notamment ceux issus des classes moyennes, pourront bénéficier de cet accompagnement à la rentrée prochaine. Une revalorisation a également été annoncée pour tous les étudiants boursiers. Dans ce rapport accompagnement des étudiants, une priorité et un enjeu d'avenir pour l'État et les collectivités, le Sénat a alerté sur la refonte nécessaire du système de bourse, appelant de ses vœux une gestion harmonisée des bourses entre les différents départements ministériels pour limiter les disparités de traitement entre les étudiants. Le rapport proposait également de cibler les étudiants ayant besoin d'un soutien financier particulier à partir de la définition d'un reste à charge. Peut-être pourriez-vous nous dire un mot de la manière dont vous avez intégré les recommandations de ce rapport à vos réflexions. Je reviens au texte, plus particulièrement avec le dispositif qui est proposé. C'est un début de réponse pour venir en aide aux jeunes proches aidants. Cependant, plusieurs interrogations persistent à la lecture du dispositif proposé. Tout d'abord, il semble que le dispositif, comme ça a été dit et vous l'avez précisé, relève plus du réglementaire. Deuxièmement, l'automaticité de l'attribution de cette aide semble en contradiction avec le système d'attribution des bourses sur critères sociaux. En effet, l'attribution de cette aide n'est pas conditionnée par des ressources, ce qui est contraire à la logique d'attribution des bourses. Enfin, le texte, dans sa rédaction initiale, fait référence aux échelons alors que la réforme envisagée par le gouvernement les supprimerait. Aussi, le groupe Union centriste accueille favorablement les évolutions proposées par la rapporteure. Les amendements proposés par Toine Bourrat permettent ainsi d'affiner le dispositif du texte, le rendant de ce fait plus pertinent, et c'est pourquoi le groupe Union centriste votera favorablement ce texte amendé. Pierre Ouzoulias. Merci Monsieur le Président. Merci, chers collègues, pour la qualité de votre rapport. Bonjour, Madame la Ministre. Je souhaite vivement remercier le Président Rapin pour son initiative et pour son projet qui emporte l'adhésion et qui fera sans doute l'unanimité. Moi, je veux le remercier aussi pour deux autres raisons. La première, c'est que ça permet un débat sur la nature des aides sociales apportées par le ministère. Je pense personnellement que l'État doit mettre en œuvre des dispositifs pour permettre la meilleure réussite des étudiants quand ils ont des contraintes sociales, familiales, qui les empêchent de mener à bien leurs études. Et c'est pour ça que personnellement, je souhaite que ça reste une allocation sociale. Je trouve que c'est important de le présenter comme ça. Le dispositif qui nous est proposé, et mon collègue Claude Kern l'a dit très justement, porte une forme d'élargissement
de ce que peut être les difficultés sociales de l'étudiant. Et on comprend bien que quand il doit s'occuper de parents qui sont dépendants, il a des conditions d'études qui ne sont pas celles d'un autre étudiant. Donc je trouve ça très légitime. L'autre intérêt de la proposition de loi est de permettre un débat législatif sur une disposition réglementaire, et notamment les bourses. Et en allant plus loin, je me demande si on ne pourrait pas aussi travailler ensemble pour qu'il puisse y avoir un débat législatif au moment de la discussion budgétaire sur les droits d'inscription à l'université. J'ai essayé à plusieurs reprises comme parlementaire de faire que les droits d'inscription à l'université, qui sont quand même tout à fait essentiels, cessent d'être du domaine réglementaire pour être du domaine de la loi. Les droits d'inscription ont été déterminés par une circulaire budgétaire des années 50, comme le billet d'entrée au Louvre, à une époque où il y avait 200 000 étudiants. Aujourd'hui, c'est plus tout à fait le même nombre d'étudiants, plus tout à fait le même budget. Et par ailleurs, le ticket d'entrée au Louvre répond à d'autres objectifs. Donc, je pose la question, Madame la Ministre, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager une transformation de ce domaine? Votre budget, Madame la Ministre, et c'est pas répété de façon suffisante, c'est le 4e poste de dépenses ministérielles. C'est un budget considérable. Et moi, je pense qu'il serait très intéressant que lors de la discussion budgétaire que nous avons, nous puissions aborder des thèmes aussi importants que les aides sociales et les droits d'inscription. Voilà. Notre groupe votera très favorablement à cette proposition. Merci, Madame la Ministre. Monique de Marco. Merci, Madame la Ministre, mes chers collègues. Je tiens à saluer tout d'abord le travail de Toine Bourrat, rapporteur de ce travail, cette proposition de loi. Alors, évidemment, nous sommes favorables parce que ce texte va quand même dans le bon sens. Il aborde un angle mort de nos politiques publiques, mais à notre sens, ce texte reste insuffisant pour accompagner et soutenir les jeunes aidants. D'ailleurs, le terme d'aidant, ça a été souligné, est difficile à définir. Pourquoi ? Parce qu'il se limite au seul accompagnement financier. Il ignore un peu les recommandations des syndicats étudiants que nous avons auditionnés, qui alertent aussi sur la nécessité d'adaptation des cursus. Nos échanges, par exemple, avec l'UNEF ont souligné 2 urgences, celle, par exemple, de la mise en place d'un régime de dispense d'assiduité pour les étudiants aidants, et aussi la généralisation d'une offre d'enseignement à distance de qualité, et également pour ces étudiants. D'autre part, nous soulignons qu'il est important donc de prévenir et de soutenir ces jeunes aidants, bien sûr, mais également il est nécessaire de soutenir les étudiants précaires. Et ça a été dit par Sylvie Robert. Pour nous, je pense qu'il faudrait quand même penser à une réforme plus large, au-delà des bourses, qui serait celle d'une réflexion sur la création d'une allocation d'autonomie pour les étudiants. Malgré toutes ces réserves, nous allons voter favorablement à cette proposition de loi, mais avec quelques réserves sur, par exemple, l'automaticité qui a été aussi abordée, qui nous semble peut-être à revoir, mais nous n'avons pas le temps de mettre des amendements parce que la procédure fait que, en réalité, je n'avais pas réalisé que c'était avant aujourd'hui. Bernard Fieler. Merci, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, Madame la Ministre. Moi aussi, je m'associerai aux réflexions qui ont été menées sur l'opportunité de ce texte, l'enrichissement par la rapporteure. Et bon, je ne reviendrai pas sur toutes les interventions qui ont été faites, mais on voit que ça permet d'élargir un petit peu le débat, plutôt que de réduire ou de modifier, en tout cas de lancer quelques pistes, puisqu'on voit bien que la notion d'aidant, à réfléchir, comment on peut à la fois d'ailleurs mettre des critères d'éloignement du lieu d'habitation et en même temps d'aidant familial, c'est ça. Moi, je pense qu'on pourrait aussi s'interroger, vous savez, dans tout ce qu'on souhaite faire sur le soutien des étudiants entre eux, le tutorat et le fait aussi que certains étudiants sont des aidants pour d'autres étudiants qui portent un handicap.
Parfois, d'ailleurs, il se lie une vraie confraternité. Parfois, d'ailleurs, c'est des coturnes. Et je pense qu'il faut aussi qu'on puisse prendre en compte, au moins repérer ce type de situation où des aidants sont des accompagnants, et on l'a dit, qui privent de ressources en ayant des petits emplois complémentaires ou des emplois parce que justement ils se consacrent à l'aide de leurs collègues. Donc voilà, c'est la petite nuance que je voulais apporter au débat. Et enfin, Laure Darcos. Merci beaucoup, Président. Moi aussi, je vais aller dans le sens de tous mes collègues pour remercier Toine Bourrat pour son excellent travail. Je suis très heureuse, Toine, que tu aies pu faire ton premier rapport sur un sujet aussi important. Merci aussi, bien sûr, à notre collègue Jean-François Rapin qui a été à l'initiative de ce texte. Merci, Madame la Ministre, pour votre compréhension et le fait qu'en effet, on était dans une crête en fait entre le législatif et le réglementaire, mais c'est un sujet en effet très symbolique. Je ne vais pas revenir sur les bourses à proprement parler, mais Madame la Ministre, quand Parcoursup s'est monté, on a été beaucoup à demander à ce qu'on puisse formuler notamment, enfin soit mis en avant dans les dossiers Parcoursup ces situations si particulières où ces jeunes aident des parents porteurs de handicap ou des frères et sœurs, comme bien évidemment un bonus, mais dans le bon sens du terme, de personnes qui, bien évidemment, des jeunes qui ont peut-être plus de difficultés à suivre tous leurs cours, à être aussi assidus que les autres, et donc au moment de l'école de la confiance, on avait aussi demandé à l'Éducation nationale leur compréhension pour peut-être adapter d'ailleurs aussi leur emploi du temps et être plus compréhensif. Et donc ça se poursuit bien évidemment à l'enseignement supérieur, mais je pense que toute la société doit prendre en compte en fait cette spécificité de ces jeunes qui sont sûrement devenus adultes plus tôt que les autres et plus responsables. Et donc, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui participe de cette reconnaissance dont ils ont besoin, mais je pense qu'il faut aussi peut-être humainement le faire dans leur parcours universitaire. Donc, ça va au-delà de la bourse, mais je pense qu'on devrait pouvoir le mettre encore plus en évidence. Je crois que chacun de celles et ceux qui voulaient s'exprimer ont pu le faire. Je vais peut-être laisser notre rapporteur, Madame la Ministre. Monsieur le Président, oui, simplement, il y a eu beaucoup d'interventions qui ont abordé la notion d'aidance. Donc, nous avons eu un vrai débat autour de ce sujet. Nous avons conscience qu'il y a un vrai sujet autour de la définition de l'aidant. Et ce qu'il faut y voir, c'est la notion d'aidance au sens large. On part du principe qu'à partir du moment où un étudiant a un des parents qui est en situation de handicap, il est de fait aidant. Donc nous avons eu des échanges et des échanges. Nous avons travaillé avec le cabinet de la ministre et donc le positionnement est clair. À partir du moment où l'étudiant a un des parents qui est en situation de handicap, l'étudiant ne devra en aucun cas justifier de son degré d'aidance. Il devra simplement justifier de la situation de son parent. Voilà ce que je voulais ajouter. Madame la Ministre. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais m'associer effectivement et confirmer, puisque nous allons le mettre en œuvre dès la rentrée 2023. Effectivement, c'est un travail d'identification qui n'est pas réellement fait aujourd'hui, donc qui doit être précisé. Et comme vient de le dire Madame la rapporteure, l'étudiant, aujourd'hui, le travail qui est en cours, l'étudiant qui est supposé aidant, et sera supposé aidant dès lors que son parent est en situation de handicap avec un justificatif associé à la situation de handicap du parent. Point. Donc ça rejoint, mais pour dire quelle est la pièce, finalement, c'est la pièce qu'a le parent pour beaucoup d'autres choses. Et on est sur cette piste-là, on est sur cette mise en œuvre-là pour la mise en œuvre en 2023. Donc mes services sont en lien évidemment avec les services du ministère qui est en charge du handicap et qui sont en train de travailler, exactement comme vous l'avez dit, Madame la rapporteure, pour mettre en œuvre dans ce cadre simple, clair, efficace et sans justification supplémentaire du handicap du parent. Donc, effectivement, sur les situations de handicap prises en compte,
pas seulement supérieur à 80%, et sur le périmètre familial considéré dans ce qu'on appelle le terme parent. Donc, c'est les 2 points qui sont en train d'être, mais comme on vient de le dire là, précisés, si je peux vous apporter au jour d'aujourd'hui les précisions de la mise en œuvre pour cette rentrée 2023. Donc, je pense que c'est important. Je voudrais redire aussi par rapport à des petites questions, mais je ne veux pas prendre trop de temps, mais que la PPL aujourd'hui, et je voudrais vraiment à nouveau remercier parce que c'est un sujet important et un focus sur les problématiques de handicap, mais aussi d'aidants, mais cette PPL et les discussions que l'on a et ce que je vous ai dit ne dit pas toutes les choses que l'on fait déjà, que les établissements font déjà ou que l'on est en train de mettre en œuvre. Je vous ai parlé de la concertation territoriale et de la concertation nationale qui touche à la vie étudiante, pas qu'aux bourses. On a parlé de la réforme des bourses, qui est évidemment un gros morceau, mais dans la vie étudiante, le logement, la restauration, et je voudrais revenir à quelques points sur l'engagement étudiant sous toutes ses formes, et finalement, être aidant, c'est un engagement, et la façon de les identifier, puisqu'ils seront identifiés par le système des bourses, nous permettra aussi de pouvoir permettre aux établissements de les aider concrètement et d'aménager au niveau des établissements. Donc c'est une suite de choses, mais c'est vrai que le point dont nous discutons aujourd'hui permet de mieux les identifier, ce qui est quand même toujours compliqué pour les établissements. Et du coup, comme ça sera fait en amont, la partie d'accompagnement, d'aménagement, de reconnaissance de l'engagement fait partie de ces concertations de vie étudiant et sera accompagnée. Donc oui, effectivement, pour mieux accompagner de façon générale, les mesures de points de charge seront mis donc en œuvre, les 4 points supplémentaires dès la rentrée 2023 et l'évolution du modèle de bourse prendra en compte aussi cette caractérisation pour pouvoir le mettre en œuvre. Et oui, bien sûr, nous prenons en compte dans la mise en œuvre les recommandations qui ont été faites dans le rapport d'un modèle continu. Alors, on parle beaucoup de linéarisation, mais je ne sais pas si ce sera une droite ou quelque chose de continu, mais pour éviter en tout cas les effets de seuil, mais oui. Évidemment, la notion de revenu, lequel on prendra en charge. Et juste pour vous signaler qu'on travaille beaucoup avec le ministère des Solidarités pour être le plus cohérent possible avec l'évolution de la solidarité à la source et donc de faire converger les modèles et que nos étudiants soient dans une vision, d'être considérés à chaque fois qu'il y a des modifications sur les aides sociales. Donc c'est une vision beaucoup plus globale. Je voulais aussi rajouter un dernier point, c'est que pour les étudiants qui aident les autres étudiants. Alors là, je ne parle pas familialement, mais effectivement sur les campus, puisque vous nous avez indiqué, c'est des choses qui sont normalement prises en charge, qui vont être redéfinies dans les schémas directeurs vie étudiante, mais ces étudiants sont rémunérés lorsqu'ils sont identifiés comme tuteurs dans les services de handicap. Les étudiants tuteurs qui prennent des notes, qui aident les étudiants, sont considérés comme une sorte de job étudiant, même si ce n'est pas caractérisé comme un job étudiant, et sont rémunérés pour pouvoir aider les étudiants en situation de handicap. Voilà. Je vous remercie. Merci. Alors avant de passer à l'examen de l'article unique, je vais inviter notre rapporteur à nous présenter le périmètre au titre de l'article 45 proposé pour ce texte. Oui, Monsieur le Président, donc le périmètre inclut les dispositions relatives aux prestations accordées par la collectivité nationale aux étudiants en application de l'article L821-1 du Code de l'éducation nationale. Je ne pense pas que ça pose des difficultés, donc on peut considérer que ce périmètre est ainsi validé et nous allons maintenant passer à l'examen de l'article unique de cette proposition de loi et je donne la parole à notre rapporteur pour nous présenter l'amendement commun qu'elle a déposé et qui a été déjà un peu présenté dans son intervention. Absolument. Donc le premier amendement consiste ce premier amendement est la nouvelle rédaction de l'article unique de cette proposition de loi. Est-il utile que je la relise ? Peut-être. L'attribution de cette aide tient compte de la situation de l'étudiant aidant d'un parent en situation de handicap dans les conditions prévues par voie réglementaire. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre ? C'est un avis favorable. Merci. Est-ce que vous souhaitez des explications de vote sur cet amendement ou dans vos interventions, vous l'avez évoqué et pris en compte déjà ? Je vais donc mettre aux voix l'amendement comme un présenté par la rapporteure qui vote
pour l'adoption de cet amendement? J'ai l'impression que c'est une unanimité. Je vous remercie. Il est donc adopté. Et nous passons à l'adoption de l'article unique ainsi modifié. Qui est favorable à cet article unique? C'est également le même vote, donc une unanimité. Et nous allons passer à l'amendement COM2 sur le titre. Oui, alors je vous propose d'adapter le titre de cette PPL. Et comme nouveau titre, je vous propose proposition de loi visant à tenir compte dans l'attribution des bourses de l'enseignement supérieur de la situation de l'étudiant aidant d'un parent en situation de handicap. Quel est l'avis du gouvernement, Madame la Ministre? C'est un avis favorable. Merci. Prise de parole, on peut le mettre au... Je vais donc mettre au vote cet amendement COM2 qui est pour. C'est le même vote, une unanimité. Merci, il est ainsi adopté et on va mettre au voie la proposition dans sa globalité. Je pense que c'est le même vote, une unanimité. Merci, je vous remercie. Donc la proposition de loi est adoptée dans la rédaction issue des travaux de la commission. Notre réunion de législation en commission s'achève. Je remercie bien sûr chacun d'entre vous et Madame la Ministre de sa participation. Et nous nous retrouvons le mardi 30 mai prochain dans l'hémicycle pour les explications de vote et le vote sur ce texte. Monsieur le Président, si je peux juste ajouter évidemment que j'ai été merveilleusement bien accompagnée par Solène Riffel, que je voudrais remercier pour sa patience, pour sa disponibilité, pour son professionnalisme. Ça a été un vrai bonheur de travailler avec vous. Merci. Merci, toi. Merci.